temps de passer au loisir scientifique. Alors, quand on était dans la voiture, on s'est demandé dans quel ordre se passerait tout ça. Donc, on a choisi de commencer par le plus récent, le moins ancien. Donc, partir de Lucie et de ce qui entoure Lucie, et remonter peu à peu dans le temps avec nos deux compteurs de ce soir, pour revenir petit à petit plus loin dans le temps et passer les étapes en compagnie de Michel Brunet sur la découverte d'Abel et Toumaï, dont nous reparlerons un peu plus tard. Alors, je voulais juste aussi rajouter quelques éléments de date, puisque la réaction d'Yves à l'instant, en parlant des 2000 ans, en disant c'est peu, renvoie aussi au fait que nos deux professeurs de ce soir, pour Yves, c'est en 1960 que commencent les premiers éléments de terrain de fouille au Tchad. Et pour Michel, on est au début des années 80 pour du terrain, cette fois-ci au Moyen-Orient, Afghanistan, Irak. Ah, 70 en Afghanistan. Ouais. Donc pour dire que c'est récent, et en fait ça renvoie à des choses très longues. Et quand nous on fait des expositions pour les jeunes, on rappelle toujours l'échelle de temps, parce que milliers, centaines de milliers, millions, au bout d'un moment ça donne le vertige et les repères ne sont pas faciles à mettre en perspective, et c'est ce en quoi ce soir nos deux intervenants vont s'employer. Yves, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. J'adore avoir la parole aussi, vous voyez. Donc bonsoir, je suis très content d'être ici et de vous voir. Je vous vois mal, mais je vois quand même qu'il y a quelques personnes. Parce qu'on a la lumière pleine figure là. Et vous savez, d'abord c'est drôle pour des acteurs d'être sur scène avant que le théâtre ne commence, mais on est là depuis un certain temps, on vous a tous vu arriver. Et d'autre part, on ne nous a pas épargné ces projecteurs qui nous mettent en valeur, je suis sûr, mais c'est un peu dommage parce qu'on vous voit moins bien. Donc, en effet, il faut commencer par... Ah, merci. Ah ben, depuis le temps qu'on le demande. Donc, il faut en effet commencer par des repères. Alors, n'ayons pas peur. Le premier repère, quand même, c'est la première perception de l'univers. Tu vois, Michel, je vais fort. Hein. 14 milliards d'années. Perception de l'univers. Hein. L'origine de l'univers, on ne la connaît pas. On ne connaît pas l'origine de l'univers. Les astrophysiciens, quand on les interroge, ils disent que c'est opaque. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas très clair. C'est pas comme ici. Donc, 14 milliards, hein. Souvenez-vous, c'est des milliards. 14 milliards d'années, pof, ça y est, il y a de la lumière. On aperçoit l'univers. Alors, des grands pas, et puis on arrive au Soleil, qui est une étoile. Et le Soleil, avec ces petites planètes autour, dont la nôtre, c'est 4 milliards 600 millions d'années. 4 milliards 600 millions d'années. Pas tout à fait 5 milliards, quoi. Donc, on était à 14, on est à un peu moins de 5 milliards. Sur la Terre, maintenant, sur la Terre qui est une petite planète autour de cette étoile, eh bien, la vie s'installe. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais avec plaisir s'il y a des questions là-dessus. La vie s'installe et la vie apparaît autour de 4 milliards. Alors, on se rapproche là. On est presque à aujourd'hui. Là. 4 milliards d'années, c'est la vie. 4 milliards, hein. J'interrogerai tout à l'heure. 4 milliards, c'est la vie. Et cette vie, elle se développe d'être simple au départ, moins simple après, bien que les simples demeurent, enfin c'est compliqué. Mais il y a toute une histoire de la vie extraordinaire, extravagante même, qu'on appelle l'évolution, et qui aboutit, c'est pas vrai parce que c'est très déterministe, il se trouve que c'est beaucoup plus tard que nous, les humains, dans cette grande histoire, dans cette grande foulée, nous apparaissons à notre tour, et ce que l'on appelle les ancêtres communs. Les ancêtres communs aux chimpanzés et aux humains, parce qu'il faut s'y faire. Nous sommes les cousins des chimpanzés ou les chimpanzés sont nos cousins. Enfin, de toute façon, on a des grands-papas, grands-mamans en commun. Hein. Ça fait drôle. Hein. Donc, excusez-moi. Donc, cette histoire-là, c'est 10 millions. Quoi. Ayons des chiffres ronds.
Pour moi, c'est 10 millions d'années, et ça se passe en Afrique orientale. Donc voilà l'histoire en général, et puis on va vous la détailler ensuite. On va vous détailler ensuite les 10 derniers millions d'années. Alors ce que ces jeunes gens voulaient me faire dire, c'est mon histoire à moi, mon histoire professionnelle à moi. Eh bien, elle a été très bien rangée, très très bien rangée. J'ai commencé au Tchad par trouver un fossile que j'ai appelé de façon très intelligente Tchadanthrope. Et voilà, hein. Ça veut dire l'homme du Tchad, quoi, c'est tout. Donc celui-là, il a quelques dizaines, peut-être quelques centaines de milliers d'années, mais il n'est pas très ancien. Et puis après, dans le sud de l'Éthiopie, j'en ai trouvé un autre de 2 600 000 ans. Donc j'ai fait quelques progrès, 2 600 000 ans. Et celui-là, je l'ai appelé, enfin nous l'avons appelé avec un vieux patron qui s'appelait Camille Arambourg, Paraustralopithecus ethiopicus. Ça fait tout de suite plus savant quand même. Alors, autrement dit, c'est un préhumain qu'on a appelé Ethiopicus, éthiopien, par hommage au pays qui nous recevait. Et puis ensuite est arrivée Lucie. Alors Lucie, c'était un petit peu plus tard encore dans mon existence. Et Lucie, elle a 3 200 000 ans. Vous voyez, c'est marrant quand même. Quelques dizaines ou centaines, 2,6 millions, 3,2 millions. Et puis ce salopard, excusez-moi, ce collègue là de l'autre côté de la rue. Ça commence bien. Il est arrivé, d'abord il est parti au Tchad sur mes traces. Avec ta bénédiction. Absolument. Et à Sainte, ça s'impose. Et comme il y avait du vent de sable, il n'a pas retrouvé mes traces, donc il s'est débrouillé tout seul. Et il a trouvé un premier fossile, enfin il vous le dira, qui tout de suite m'a dépassé, débordé largement. Moi, j'étais à 3,2 millions, lui a trouvé 3,5 millions, puis après, il vous racontera la suite. Mais là où Michel est très courtois, c'est qu'il m'a fait signer avec lui. Souvenir quand même du vieux compère, père, c'est vrai. Je savais qu'un jour, on serait colocataire au Collège de France, parce qu'il est mon colocataire. On habite le même bureau. Bah oui, forcément, parce que le collège garde tout le monde, mais il repousse un peu ses émérites dans des coins. Ce ne sont pas des placards, c'est quand même pas trop mal. Venez nous voir, vous verrez. C'est un petit logement et sympa. Et donc, il m'a doublé tout de suite, et puis ça n'a plus cessé. Mais encore une fois, comme il est gentil, j'ai co-signé avec lui. Donc, mon histoire se poursuit, et se poursuit, vous allez voir. J'en étais à Lucie à 3,2 millions, 3,5 millions avec Michel, 6 millions avec une élève, et puis 7 millions avec Toumaï, mais c'est lui qui vous en parlera. Voilà à la fois l'histoire de l'univers, modestement, et puis ma petite histoire, très très modestement. Enfin, finalement, je suis comme vous, je fais partie de l'univers, hein, pas tout. Merci, à tout à l'heure. Oh non. Yves, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Dans ce qu'on explique à nos publics, on raconte que le temps des grands découvreurs avec un seul nom, le scientifique isolé, seul, le grand solitaire, voilà, n'existe plus. Tu as travaillé en équipe, en fait. Oui, absolument. J'ai eu comme patron, enfin il se trouve que j'ai eu comme patron, d'abord un professeur à la Sorbonne, qui s'appelait Jean Pifteau. On a eu le même d'ailleurs avec Michel Brunet. Et Jean Pifteau était charentais. Et enfin, j'ai rien contre les charentais. Hein. Je vais faire attention à ce que je vais dire, mais et enfin, il se trouve qu'il était charentais. Et il était un peu dans ses chaussons, en effet. Et c'était un homme de cabinet. Alors que ça veut dire un homme de cabinet, ça veut dire un très grand savant. C'était un très grand savant. Mais un très grand savant qui attendait à la Sorbonne qu'on lui apporte les fossiles. Et quand le fossile était sur son bureau, il l'étudiait de façon superbe, tout à fait remarquable, de façon très, très fine et de façon anatomiquement très, très, très jolie, quoi, très élégante. Mais ces gens faisaient peu de terrain. Et au même moment, à la même époque, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Camille Arambourg, qui était de la même génération ou à peu près,
mais qui avait un autre parcours. Arambourg était né à Paris, mais il avait vécu beaucoup en Algérie. Il était fils de vignerons, en tout cas de pieds noirs qui plantaient des vignes dans le Rannais. Et son père, il a fait l'école d'agriculture d'Alger, puis après agro à Paris. Et son père lui a demandé de rechercher en premier exercice de l'eau pour ses vignes à Oran. Et Arambourg a cherché de l'eau et il a trouvé des fossiles. Catastrophe. Et trouvant des fossiles, il a été beaucoup plus intéressé par les fossiles et il s'est mis à faire de la paléontologie. Alors il m'a assuré qu'il avait trouvé l'eau pour son papa d'abord. Et puis ensuite, il s'est mis à la paléontologie, puis il est pu retourner au vignoble. Et donc lui, c'était un monsieur de terrain parce qu'il arrivait d'ailleurs, en quelque sorte. Ce n'était pas l'universitaire pur et dur qu'était Jean Piveteau. Et Arambourg a toute son existence des histoires de ce genre. Je racontais tout à l'heure à notre ami, non pas charentais, lui, mais poitevin, qu'Arambourg a fait la guerre de 14. Il était zouave, il m'a raconté ça. Et il était donc, durant l'hiver 1915-1916, avec sa compagnie, il était officier, à Salonique, sur les hauteurs de Salonique, donc en pleine guerre de 14, et il attendait les ordres. Et comme les ordres ne sont pas venus, il a fait creuser des tranchées et il a trouvé des fossiles. Et il m'a dit, j'ai passé, c'est affreux, hein, mais j'ai passé en pleine guerre, l'hiver 1915-1916, à ramasser des fossiles en Grèce. Et ces fossiles-là, en effet, ont été chargés sur un bateau qui est arrivé à Alger et ensuite dans un port français, Marseille sans doute. Et ces fossiles sont au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc j'ai eu ce monsieur comme patron et ça me plaisait beaucoup parce que j'étais moi-même extrêmement tenté par le terrain. J'avais une petite expérience de terrain en Bretagne où j'ai fouillé beaucoup, mais de l'archéologie et de la préhistoire. Et donc j'ai adhéré tout de suite à cette manière de voir les choses. Et désormais, c'est cette manière qui prévaut. Et c'est extrêmement important, c'est facile à comprendre, parce que le fossile en soi est extrêmement intéressant. Mais le fossile, il vient d'un endroit. Et cet endroit est plein d'informations, rempli d'informations. Les objets sont remplis de mémoire. Il faut apprendre à lire cette mémoire des choses, mais les choses retiennent des quantités de choses. Et à partir du moment où on sait les lire, où on apprend à les lire, parce qu'on n'est pas au bout de nos lectures, et on n'est pas au bout non plus de la découverte de méthodes pour lire les objets, eh bien, on apprend des quantités de choses, et d'autant plus que l'on trouve les choses sur place. Parce que sur place, il y a l'information de l'objet, plus l'information de tout ce qui est autour, que les Anglais appellent environnement. Ça, c'est drôle, hein. Environment, l'environnement, tout autour. Et nous, on appelle ça le milieu. C'est marrant quand même. C'est une histoire culturelle, ça, non? Donc, le milieu est important et l'environnement aussi. Et c'est donc sous cette direction que j'ai travaillé. Alors, Arambourg était encore un peu artisanal. Il allait sur le terrain, souvent seul. Et là, il recrutait un certain nombre d'ouvriers, de collaborateurs locaux. Il faisait des fouilles, il rentrait avec tous ces fossiles et il étudiait tous ces fossiles. Et moi, je me suis trouvé un peu à l'origine, enfin, parmi ceux qui ont lancé des méthodes, enfin, un peu par hasard, sans vraiment les imaginer, mais ça s'est trouvé comme ça, un petit peu les méthodes semi-industrielles, je dirais. Je suis parti sur le terrain avec 50 personnes. C'était classique quand on faisait de l'archéologie, c'était exceptionnel quand on faisait de la paléontologie, d'autant plus que ces missions étaient lointaines. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu des missions lointaines. Au fond du Tchad, et Michel connaît bien ces endroits-là désormais, au fond de l'Éthiopie, j'étais à 1000 km de Nairobi et 7 à 800 d'Addis Abeba, je ne pouvais pas faire mieux. Au fond de la toundra sibérienne, je pourrais vous en parler tout à l'heure, au fond des steppes d'Asie centrale, du côté de la Mongolie. Enfin, j'ai toujours eu des sites très lointains, quoi. Il y en a qui ont des sites tout près des villes, là ils rentrent tranquillement à l'hôtel le soir. Mais ce n'est pas une critique, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on trouve des fossiles tout près d'une ville, je ne vois pas pourquoi on ne les exploiterait pas. En tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Et donc, je me suis trouvé à la tête d'une mission d'un tiers
d'une grande expédition internationale qui était à la fois américaine, britannique et française. Et j'ai géré la partie française pendant 10 ans. Et cette partie française, donc, était extrêmement importante encore une fois pour la paléontologie, puisque c'était 50 personnes. Et à partir de ce moment-là, on embauchait, on prenait avec nous des spécialistes des différents groupes animaux ou végétaux pour travailler sur place, pour avoir tout de suite sur place une information, un résultat, une conclusion, ce qui nous permettait quelquefois d'envoyer nos articles scientifiques, nos résultats, directement du terrain à Paris, en l'occurrence, ou ailleurs à travers le monde. Et depuis, c'est cette méthode qui prévaut, dans la mesure où les crédits sont au rendez-vous, parce que ça, c'est aussi une grande question. Et ces crédits, ces grandes missions dont je vous parle, c'était dans les années entre 60 et 70, et ensuite jusqu'aux années 80 et 90. Et après, les crédits ont diminué, enfin ça a été moins facile de travailler. Et aujourd'hui, enfin, on a en tout cas toutes ces expériences, et ce sont ces expériences qu'on applique. Tu vois, il ne faut pas me laisser parler, je vois bien que j'en fais trop là. Non, mais tu n'as pas dépassé ton temps, Yves, merci. Ah bon. Alors, je vais mais ça y est. Non, je voudrais vous raconter une histoire. Un jour. Sur mon temps. Un jour, oui, tu vas voir, on peut la partager. Un jour, dans le sud de l'Éthiopie, ça s'appelle la basse vallée de l'Omo, c'est un fleuve qui se jette dans le lac Turkana. Donc, avec Camille Rambourg, avec ce vieux patron, qui était avec moi sur le terrain, courageusement, on découvre un fossile humain, on fait la note pour l'Académie des sciences directement sur le terrain, et cette note, on demande à un indigène d'un village voisin de comment faire pour la faire parvenir à une poste. Alors ça l'amuse beaucoup. Imaginez un type à poil, complètement nu, et à qui on demande une chose pareille, ça l'étonne, mais il avait déjà vu quelque chose comme ça. Alors il nous dit, moi je vais le faire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc on lui confie le papier, c'est extraordinaire. Imaginez un grand beau noir, avec juste comme équipement son petit tabouret ou pour s'asseoir ou pour reposer sa tête quand il s'allonge, et toujours une arme, bien sûr, toujours un casse-tête ou bien un couteau. Et ce noir, il va couper une petite branche, il fait une entaille dans un bout de la branche pour faire une petite ouverture. Notre papier, il le plie en 4, il le met dans la petite encoche en question, et puis on le voit partir dans une brousse qui était quand même assez haute. Donc on l'a vu partir avec le petit bâton comme ça, et ensuite la brousse le recouvrait complètement, et avec notre petit bâton qui faisait surface. Alors il a eu un relais quelque part, qui a eu un autre relais, parce que des centaines de kilomètres, il faut les faire. Et quand je suis arrivé à Paris quelques mois après, je suis allé à l'Académie des sciences, et dans ce qu'on appelle la réserve des plis cachetés, les plis cachetés pour que personne nous vole notre découverte, j'ai retrouvé plein de poussière, mon petit message parti du fond de la brousse. C'est joli, hein? Voilà, j'arrête. Merci Yves. Cher Michel, les images et la parole sont à toi. 15 minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de vous montrer les images, juste quelques mots. On a parlé tout à l'heure, et vous avez vu dans votre ville, curieux. Je voudrais vous dire que l'espace Mendès France, c'est son directeur général, qui est là, à ma droite. Ils ont produit une exposition dont le titre, c'est l'histoire de la famille humaine, l'exposition, mais c'est axé sur quelque chose de plus fort qui porte sur les races
et le racisme. Et cette expo s'appelle Tous humains. Et j'avoue que je trouve que ça va assez bien. Tous humains curieux ou curieux, tous humains. Vous mettez des points de suspension entre les deux. Ça va bien ensemble. Et je voudrais terminer mon collègue Yves dirait préambule, en disant que ma définition habituelle de l'homme, c'est bipède. Nous sommes tous bipèdes. Nos cousins, nos frères, les chimpanzés sont quadrupèdes. Les gorilles aussi. Nous, on est bipèdes. On est opportuniste. Opportuniste. On a été opportuniste dès le départ. Dès le départ. Sûrement, on est né dans ce qu'on appelle un milieu mosaïque, c'est-à-dire, c'est tout simple. Un milieu mosaïque, c'est il y a de l'eau, il y a des zones boisées, il y a des zones herbeuses, mais vous avez de la prairie herbeuse et vous avez de la savane arborée. Et au départ, sûrement, on a choisi de l'herbe et des arbres. Des arbres parce qu'il fallait être capable de grimper pour se protéger. Bipède, opportuniste, un caractère important. Et là, j'ai pu vérifier moi-même, on est éducable toute la vie. Imaginez, hein, j'arrive encore à apprendre des choses. Bon, c'est vrai, j'oublie plus que j'apprends. Mais j'apprends encore. Ah, ouais, c'est comme ça. Hein. Et je suis d'accord, j'ai dit au directeur général que j'étais d'accord à modifier un peu ma définition en disant bipède, opportuniste, ça c'est important, hein, parce que opportuniste, hein, d'accord, ça, on a progressé, je crois. Hein. Ouh là là. Là, c'est curieux, éducable toute la vie. Voilà notre définition en 4 mots. Je trouve que ça recouvre assez bien. Bon, on va passer à des choses plus ludiques, si tu veux. Alors, Yves vous a dit qu'il avait beaucoup voyagé. Il se trouve que moi aussi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des sites. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que j'ai commencé à travailler en France et j'ai appris le métier de paléontologue, parce que je suis paléontologue, je suis paléomammologiste, c'est-à-dire spécialiste de mammifères anciens, et la famille humaine appartient au grand groupe des mammifères. Et j'ai travaillé pas très loin d'ici, dans l'Agenais. Alors, c'était d'ailleurs très drôle. Il y avait, quand vous êtes sur la vallée du Lot, quand vous regardez vers le nord, vous avez l'Agenais des Buttes, et quand c'est dit par quelqu'un, c'est assez drôle, avec l'accent. Le B ne se prononce pas exactement B. Et oui. Et quand vous regardez au sud, c'est l'Agenais des Plateaux. Bien, j'ai travaillé dans l'Agenais des Buttes où il y avait beaucoup de mammifères. Et j'ai fait ma thèse là. C'est là que j'ai appris le métier de paléontologue. Puis après, je suis allé voir Yves un jour qui avait quitté le Tchad il y avait déjà un certain nombre d'années et qui travaillait en Afrique orientale. Et
je lui ai dit, tu retourneras au Tchad ou tu m'autorises à aller au Tchad? Il m'a dit oui. Après, il m'a dit, tu sais, quand je t'ai dit que tu pouvais aller au Tchad, j'étais persuadé que tu ne trouverais rien. N'est-ce pas? Tu m'as dit ça. Convaincu, oui. Bon. Alors, ça me rappelle une histoire. Vous savez, un jour, le grand architecte qui avait créé les universités, à ce moment-là, j'étais à l'université de Poitiers, 1431, c'est pas la plus vieille de France, mais 1431, c'est Charles VII, c'est quand même un certain âge, quoi. Et vous l'appelez, selon vos philosophies personnelles, le grand architecte, vous l'appelez comme vous voulez. Quand il a vu ces savants qui étaient là, c'est lui qui a décidé qu'il fallait leur donner un havre de paix, et il a fait créer les universités. Et vous savez ce qu'a fait Satan? Immédiatement, Satan a créé le collègue. Bon, je vous l'accorde, il n'y a pas que chez les universitaires, il n'y a pas que là que cette histoire s'applique. Mais je vous ai dit, dans ma définition, il y a le mot opportuniste est important. Bon, on va passer, s'il vous plaît, aux images. Si j'avais fait une conférence, j'aurais pu l'appeler comme ça. On est tous africains. Hein. Scientifiquement, on est tous africains. Tous. Et si notre histoire, Yves a dit 10 millions, si notre histoire a duré 10 millions, le plus vieux que l'on connaisse à l'heure actuelle est à 7 millions, eh bien, on sait beaucoup plus en Afrique. Parce que imaginez à l'heure actuelle, les plus anciens d'entre nous que l'on connaisse hors d'Afrique sont connus à 1,8 million d'années, moins de 2 millions d'années. Alors, c'est sûr, on va en trouver des plus vieux. Peut-être jusqu'à 3. Mais même si c'est 3 millions, si c'est 10, comme tu l'as proposé, ça fait 7 millions d'années en Afrique. Nous sommes tous africains. Tous. Tous. Cela veut dire, ipso facto, que les premiers qui arrivent hors d'Afrique, quand vous avez le déploiement du genre Homo, sont des migrants. Et oui, c'est scientifique. Ils sont des migrants et ils sont noirs. Parce que être noir, c'est une adaptation à des climats chauds. C'est comme ça. Les diapos suivantes. On pourra en reparler hein, si vous avez des questions. Bon, on appartient à un grand groupe, les primates. Globalement, vous avez 2 paquets. Le paquet qui est à gauche, qui a une truffe sur le nez, ceux-là n'ont rien à voir avec nous. On est de l'autre côté. Pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus, vous regardez en rentrant chez vous si vous avez une truffe comme votre chat ou votre chien. Si tel était le cas, vous nous appelez, Yves ou moi, on fera une photo et on fera une publication. Non. On publiera un Nature. Suivante, s'il vous plaît. C'est vrai. En plus, Nature, vous vous rendez compte, non seulement c'est la revue phare pour notre discipline, une des revues Nature Science, et en plus, il faut payer. Et à l'heure actuelle, quand vous publiez une lettre dans ces revues, c'est entre 3 et 4 000 euros. Oui. Donc, vous donnez la matière première, vous donnez l'information et en plus, vous payez. Et alors, je peux vous dire une chose, hein, c'est que quand vous n'avez que des vieux os à vendre, ben le marché est bas.
On est toujours en période d'étiage. Étiage financier permanent. C'est ainsi. Ce sont les phylogénistes Sarich et Wilson, qui à ce moment-là étaient à l'Université de Californie à Berkeley, qui les premiers ont montré que on était le groupe frère des chimpanzés. Et que la différence sur le plan génétique entre les chimpanzés et nous était très faible. Bon, c'était un peu plus quand ils l'ont fait. Maintenant, avec des méthodes plus affinées, plus perfectionnées, on sait que la différence génétique entre des chimpanzés et nous, c'est de l'ordre de 1%. Oui, je vois bien, vous pensez là que 1%, c'est presque rien. C'est vrai, mais regardez un chimpanzé et regardez-moi. Bon, on en parle tout à l'heure à la sortie. Cette différence est si faible qu'elle implique obligatoirement qu'on partage un ancêtre commun. À l'heure actuelle, dans l'état actuel de nos connaissances, le préhumain le plus proche de cet ancêtre commun, c'est Toumaï. On en trouvera sûrement des plus anciens. Sûrement. Mais, bon, on pourrait parler, on en reparlera, sûrement. J'ai mis les connaissances paléontologiques à côté, à droite, pour montrer que quand on parle de la lignée humaine, c'est un terme créationniste. C'est une lignée. Vous voyez, ce n'est pas une lignée. À certains moments, vous avez 4 ou 5 espèces qui coexistent. C'est quelque chose qui est plus une arborescence qu'une lignée. Ce n'est pas une lignée. Du tout. Suivante. L'Afrique, les grands sites. Alors, vous voyez que la première découverte préhumain, 1925, Raymond Dart, c'est lui qui a créé le genre Australopithecus. C'est en Afrique du Sud, tout à fait à Taong. Taong, c'est la carrière du lion. Première pierre angulaire. Deuxième pierre angulaire, posée par mon collègue Yves Coppens et ses collaborateurs, Lucie. On est, vous le voyez, à 3 200 000 ans en 1974, et Yves vous en a parlé. C'est finalement là qu'on prend conscience que nos racines sont africaines et anciennes, et tropicales. Troisième point d'ancrage, Abel. Abel, c'est le Tchad, 3,5 millions. L'Australopithèque Bahr El Ghazali. Alors, j'ai pris ce nom-là parce que, d'abord, la traduction est belle, et ensuite, c'est imprononçable pour mes collègues américains. Alors, Abel, c'est une histoire qui m'est très chère, parce que aller chercher des préhumains fossiles, c'est un peu comme quand vous cherchez des champignons. Quand vous cherchez des champignons, vous partez un matin à 9h, puis à 11h, ça y est, vous avez au moins ramassé de quoi faire une omelette. Je suis parti un matin, c'était en Afrique, mes champignons, c'était des préhumains de type Australopithèque, et malgré la bénédiction
de mon collègue et ami Yves Coppens, j'ai trouvé le premier 20 ans après. Faut savoir ce qu'on veut, hein. Mais ça vous forge un caractère. Il y a souvent des journalistes qui disent que j'ai mauvais caractère. Non, j'ai du caractère. C'est une histoire, pas uniquement scientifique, c'est une histoire humaine. 20 ans dans la vie d'un sapiens, c'est énorme. Énorme. Trop long. Et pendant ces 20 ans, un collègue qui était un ami proche, qui n'était pas paléontologue, il était pétrographe, a décidé de venir m'aider. Mais il est mort en mission avec nous. Son prénom était Abel. C'est pourquoi il s'appelle Abel. Et scientifiquement, cet hominidé a été trouvé dans une ancienne rivière, dans la vallée d'une ancienne rivière, qui est le Bahr el Ghazal, d'où le nom de Australopithecus Bahr el Ghazali. Et donc, Abel est l'homme de la rivière aux gazelles. En hommage à sa mémoire. 3,5 millions. Puis, quelques années après, ça c'était en 1995, quelques années après, on a trouvé Toumaï avec mon équipe, et cette fois 7 millions. Pour le moment, on n'a pas trouvé plus vieux. Et si vous saviez combien on a fêté ça, souvenez-vous, quand vous étiez à l'école primaire, vous avez joué à être le plus grand, le plus petit, le plus gros, le plus quelque chose. Eh bien, nous, toute notre vie, on a joué, on continue à jouer, à avoir le plus ancien. Eh oui. Et là, brutalement, alors qu'on courait après les Américains, puis une équipe franco-britannique du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui était à 6 millions, eux, ils n'ont pas eu de chance. Ah oui. Et on a trouvé quelques mois après Toumaï, qui devenait le plus ancien. Mais par rapport aux Américains, on avait 1 million d'années de plus. Et on les a toujours. Je me souviens avoir fêté ça à un endroit que tu connais bien, Yves. C'était la Légion étrangère française qui avait là sa base à Corotoro, la maison de Leclerc. Leclerc est parti de Corotoro, Berchtesgaden. Au Tchad, ça avait été une vraie fête la nuit. Hein. Suivante. Voilà comment se présente notre histoire. Vous commencez par les plus anciens. Vous voyez, Toumaï est tout à fait en bas. Ça vient de sortir en 2018. Et puis, vous avez les derniers qui apparaissent sont les sapiens. Le plus ancien connu à l'heure actuelle a été décrit par un de nos collègues du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, à 300 000 ans, au Maroc. Suivante. 25 années de fouilles au Tchad. Voilà comment ça se présente. Le désert, c'est un beau désert, un désert de dunes. Vous voyez, il y a des os. Regardez comme il est beau le désert. Hein. Ça vous donne pas envie d'aller dans le désert? C'est un très beau désert de dunes. Très, très beau désert de dunes. Mais il y a beaucoup de vent. Et le vent de sable dans le désert, c'est pas très, très agréable. Hein.
il faut forcément des voitures en bon état. Il vous faut des 4x4. Alors, des vrais 4x4. Vous n'avez pas besoin d'un 4x4 à Saintes pour faire vos courses dans la rue principale. Non, c'est comme pour faire le tour de la Concorde le dimanche matin. Vous allez à la place de la Concorde, vous voyez plein de 4x4. Il y en a même qui roulent en 4 roues motrices. J'ai réussi, moi, 3 fois à faire N'Djamena, 1000 km vers le nord de désert, en 2 roues motrices seulement. Parce que les 4 roues motrices, ça sert uniquement à vous désensabler quand vous avez mal conduit et que vous vous êtes ensablé. Donc, 4 roues motrices à Saintes ou à Paris, hein, franchement, il faudrait des voies autrement plus mauvaises que celles que vous avez. Non, non, mais on parle beaucoup du diesel qui pollue, du etc., etc., etc. Mais bon, les 4x4, ça sert à quoi? Expliquez-moi l'intérêt des 4x4 sur la place de la Concorde le dimanche matin. Bon, on en reparlera. Notre terrain de jeu, c'est ce qui est en vert. Le bassin du lac Tchad, 2,5 millions de kilomètres carrés, 5 fois la France, 5 fois la France. C'est tout simple, voilà notre terrain de jeu, et là, vous cherchez quoi? Des dents qui font 1 cm. Facile, non? En bleu, le lac Tchad actuel, il a rétréci, hein, il fait plus que 5000 km² en ce moment. En noir, le dernier méga lac Tchad, 400 000 km² il y a 5000 ans. Quand Abel vivait là, quand Toumaï vivait là, on était en période de méga Tchad. 400 000 km², c'est l'équivalent de la mer Caspienne actuelle. Mais c'était de l'eau douce. Donc, le Sahara est un désert intermittent. C'est ce qui est inscrit dans la sédimentologie. Période désertique, faciès sublacus, périlacustre, et on passe au lac. Et puis, vous avez répétition. En bas, à gauche, début d'une tempête de sable. Au milieu, là, l'érosion. Chaque année, vous avez 3 cm de grès qui est érodé. 3 cm de grès, d'un grès très dur. 3 cm. En 25 ans, vous voyez ce qu'on a perdu. Hein. Donc, ce n'est pas nous qui creusons, c'est le vent qui creuse. Alors, vous imaginez que là, ce bassin du lac Tchad, c'est le grand livre de notre histoire. Le vent tourne les pages. Certaines pages sont blanches. Quand il les tourne, il les efface. Certaines pages sont écrites. Il y a des fossiles. Il faut être là au bon moment. Mais on ne creuse pas. Le vent creuse pour nous. Par contre, on balaie le désert. Les légionnaires en sont parvenus. Et balayer le désert, mais je prendrai des noms à la sortie si ça vous tente. Balayer le désert, ça marche, hein, vous balayez, vous avez les tamis, vous tamisez, faites ça les jours où il n'y a pas de tempête de sable, comme ça vous avez quand même de la poussière. Et à peu près toutes les tonnes, à peu près, vous avez un reste d'hominidés. Attention, hein, pas forcément déterminable. Vous pouvez dire que c'est un hominidé, mais ça ne sert à rien, quoi. C'est une esquille, enfin, petit morceau. Suivante. Voilà les scènes de la vie quotidienne. Au Tchad, dans cette région d'Afrique, la tectonique est parfaitement calme. Ça ne bouge pas. Il n'y a que ça qui est calme, d'ailleurs. Parce que, autrement, ce n'est pas toujours très calme. Mais la tectonique, c'est parfaitement calme. Donc, tout est plat. Et vous voyez, notre géologue de service, eh ben, il n'y a pas de coupe, donc il fait son trou.
Suivante. Regardez dans une barcane, regardez comme c'est beau. Alors, les zones plus claires, et bien sûr les zones où affleure le grès, c'est dans ces zones-là qu'il y a les fossiles. Comme les dunes se déplacent, bien d'une année sur l'autre, vous n'avez pas les mêmes paysages. Suivante. Vous voyez, on balaie. Ça avait beaucoup impressionné les légionnaires, je me souviens, quand ils étaient passés, qui nous avaient vus avec des balais. Eux, ils avaient leur pistolet mitrailleur, et nous, on avait un balai. Et je me souviens du capitaine qui commandait ça, son détachement. Il m'a dit, et votre arme est où? Bon, on ne parlait pas de la même chose. On balaye, on tamise, et regardez au fond de la main, ça marche, il y a des petites dents. Et vous voyez, hein, on fait les 3-8, hein. Travaille aussi la nuit. Suivante. Les fossiles, eh bien, on étudie au labo. À N'Djamena, on a fait construire un local pour mettre tous les fossiles. Suivante. Voilà les fossiles. Un crocodile de type gavial, mais ce n'est pas un gavial. Un anthracotère, c'est un cousin des hippopotames. Crâne et mâchoire. Suivante. Un gros sanglier, très gros. Et enfin, une dent qui est une dent d'éléphant, une troisième molaire. C'est un éléphant qui est l'ancêtre de l'éléphant d'Afrique actuel. Un loxodonte. Suivante. Voilà, on a trouvé des sites entre 3 millions et 7 millions d'années. Suivante. Voilà Abel. Regardez, c'est une belle mâchoire, non? C'est magnifique. Hein? Non, vous ne trouvez pas? Hein? Si vous l'aviez cherché pendant 20 ans. On en reparlerait. Suivante. Regardez comme c'est beau. On a décrit chez Abel des pathologies dentaires, des phénomènes d'arrêt de la croissance dentaire qu'on appelle des hypoplasies ou des dysplasies. On a décrit ça chez Abel. C'est merveilleusement conservé. Les fossiles sont silicifiés. On est dans des fonds de lac, il y a beaucoup d'algues siliceuses. Ce sont des scanners. La canine, très particulière, très humaine. Vous avez une canine comme ça dans la bouche, sauf que vous n'avez pas la crête interne. Là, c'est pareil, hein. C'est comme pour la truffe. Si vous avez la crête interne, là, que vous voyez, vous m'appelez. On fera une photo et un article. Suivante. Ça, c'est merveilleux. Regardez. La mâchoire à l'avant, le bout, a été trouvée en 1995. Regardez, la suite a été trouvée en 2012. En 1995, c'est un Blanc qui a trouvé. En 2012, c'est l'équipe qu'on avait formée, sont des Tchadiens. Et c'est probablement ce dont je suis le plus fier. On a formé, quand je suis arrivé au Tchad, on m'a dit, navré, mais on m'a dit, c'est quoi la paléontologie? Et quand j'ai expliqué, on m'a dit, c'est un métier de riche, nous on est pauvres. J'ai passé un contrat avec le président de la République du Tchad. J'ai dit, je forme des Tchadiens, et toi, on se tutoie maintenant, et toi, tu feras un département de paléontologie à l'université. C'est fait, c'est fait. Il y a un département de paléontologie à l'université de N'Djamena. Ils forment des étudiants, ils ont été sur le terrain, ils ont trouvé la suite de la mandibule. Eux, pas nous. Suivante, s'il vous plaît. Bon, les points bleus, c'est ce qu'on connaissait avant. À l'est et au sud. À l'ouest du rift, il n'y avait pas de point bleu. On a planté le premier. Alors, je vous dirai simplement, quand on a été sur la Lune, enfin, pas nous, les Américains,
Souvenez-vous, hein, ils ont planté un drapeau. Eh ben, nous, on a fait la même chose, on a planté un drapeau. Ils ne connaissent pas la Lune, et nous, on ne connaît pas le reste non plus. Hein. Mais simplement, on sait que là, vous vous rendez compte de tout ce qui reste à faire? Vous vous rendez compte de tous les blancs qu'il y a? Il y a encore du travail pour les jeunes. Hein. Suivante. C'est son meilleur profil, hein, parce qu'il est plus abîmé que ça. Toumaï. C'est notre grande base en dessous. Suivante. Regardez comme c'est beau, les scanners. Vous avez vu la canine? Couronne très réduite, mais vous avez vu la racine? Elle n'est pas là pour faire de la figuration, hein, là-dedans. Suivante. Regardez. Alors, avec l'imagerie, les scanners, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. OK, j'insiste pas. Suivante. Le crâne, vous voyez comment il est déformé, en haut et à gauche? Ben voilà. On fait de la déconstruction, reconstruction, y compris l'oreille interne, hein, on peut faire tout. Hein. Suivante. Vous voyez, déconstruction, reconstruction. Suivante. Voilà. Toumaï, reconstruit tel qu'il était au moment de sa mort. Quand vous avez un crâne complet, vous avez envie de quoi? Suivante. Ah. Alors, pour certains collègues, Toumaï est une paléo-gorillette. Alors, qu'à cela ne tienne, on a mis Toumaï là. On a pris des données sur les gorilles actuels, sur les chimpanzés actuels. Puis après, c'est tout simple. Hein, vous poussez Toumaï dans l'ellipse des chimpanzés ou dans l'ellipse des gorilles. Puis vous regardez ce qui se passe. Et ben, vous voyez, il y a des zones qui chevauchent, des zones qui s'écartent. La conclusion, c'est que Toumaï n'est ni un chimpanzé, ni un gorille. Suivante. Ça, c'est du même ordre. La bipédie. Regardez l'angle formé par le plan par où, du foramen magnum. C'est le foramen sous le crâne par où sort la moelle épinière. Regardez chez les singes en haut et à droite. Forme un angle aigu avec le plan de l'orbite. Regardez chez l'homme en haut et à gauche. C'est grosso modo un angle droit, 90 degrés. C'est la même chose chez un australopithèque, l'australopithèque de Dart. Et c'est la même chose chez Toumaï. C'est lié à la bipédie. Suivante. On a reconstruit le cerveau de Toumaï, un peu moins de 400 cm3. C'était beaucoup de travail et c'est la thèse d'un étudiant qui s'appelle Thibaut Bienvenu, qui à l'heure actuelle est chercheur à Zurich. Suivante. Voilà l'allure qu'on avait il y a 7 millions d'années. Et ce qui doit vous frapper là, c'est l'absence de front. Pas de front, pas de front, pas de front. Il est la bouche ouverte. Pourquoi? Parce que je voulais la photo qui est en bas et à droite. Photo où on discute tous les deux. On a beaucoup parlé, on n'était pas souvent d'accord. Suivante. Voilà les paysages mosaïques. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le delta de l'Okavango, au Botswana, et je pense, il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser que ceci donne une assez bonne idée probablement du paysage dans lequel nous sommes nés. Suivante. Bon, le point rouge, c'est les plus de 6. Alors, en Afrique orientale, vous avez 2 6. Un en Éthiopie, l'autre au Kenya. Et en Afrique centrale, vous avez un 7. Pour le moment, le 7 est le plus ancien. Pour le moment. En suivante. Alors, quand on est scientifique, on est fier de publier un Nature. C'est comme ça. Toumaï est fier, il a fait 2 fois la couverture de Nature. Et il ne désespère pas d'en faire peut-être encore 2 autres. C'est bon. La vie n'est faite que d'espoir. Suivante. Ça, c'est pour vous montrer que c'est pas linéaire. C'est arborescent.
c'est une suite de dichotomies. Et pour vous dire aussi qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes plus qu'une seule espèce, mais il n'y a pas très longtemps, hein. Le dernier s'est éteint il y a un peu moins de 30 000 ans. Donc on est tout seul depuis 30 000 ans, un peu moins de 30 000 ans. On n'est plus qu'une espèce. Les chimpanzés, mais on est plus de 7 milliards et demi. Les chimpanzés, eux, sont encore 2 espèces, mais ils sont autour de 100 000, quoi. Hein. 100 000, c'est pas beaucoup. Hein. Suivante. Tout à l'heure, on vous a dit que c'était pluridisciplinaire. Oui, bien sûr. Dans mon équipe, j'ai 10 nationalités. C'est comme un grand restaurant, vous savez. Restaurant avec Louis de Funès. Les portes sont tout le temps ouvertes. Si vous venez avec un projet. Quand vous êtes à l'intérieur, si ça ne vous plaît plus, vous pouvez sortir. Vous pouvez rentrer si vous avez un projet, vous pouvez sortir quand vous voulez. À l'heure actuelle, il y a 10 nationalités, une centaine de chercheurs, mais les grandes équipes dont parlait Yves, à l'heure actuelle, personnellement, plus les moyens financiers pour... On part avec... Je vais partir dans très peu de temps, là, mais je vais partir tout seul. Parce que ça coûte cher. Et les crédits sont plutôt en baisse. Suivante. Merci. J'adore le petit Fennec. On a bien entendu pas fait le tour de la question. Mais à propos de questions, y a-t-il une interrogation ou pas dans cette salle par rapport à ce qui a été dit par un de nos 2 intervenants? Ah, allez-y. N'ayez pas peur, hein. Vous arrivez avec vos questions et nous avec nos réponses, donc pas de problème. Hein. Bonjour, déjà merci pour la conférence. J'ai grandi depuis que je suis tout petit avec la théorie que vous défendez tous les deux de la Out of Africa. L'origine africaine, non seulement de l'espèce humaine Homo sapiens, mais même de tout le genre Homo. J'ai appris aussi quand j'étais plus petit qu'il y avait une autre théorie qui prévalait avant, qui était que l'espèce Homo sapiens serait apparue en différents lieux et pas spécifiquement en Afrique. Visiblement, celle-ci, c'est plus la théorie dominante aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que la théorie Out of Africa s'est imposée dans le monde scientifique? Quels ont été les arguments majeurs principaux pour cette théorie? Juste une petite réponse, et c'est Yves qui va vous répondre. Pour moi, l'élément majeur, on va voir si on est d'accord, l'élément majeur, c'est le terrain. Ce sont les fossiles qui parlent. À l'heure actuelle, si vous cherchez le plus ancien sapiens connu, il est en Afrique. Si vous cherchez le plus ancien représentant connu du genre Homo, il est en Afrique. Si vous cherchez le plus ancien représentant connu de la famille humaine, c'est en Afrique. La même chose. Non, ce que je veux dire, c'est que la science est froide. C'est ce que dit Michel. Hein. La science est froide, c'est-à-dire que ce sont les données qui font l'état de la science et l'état de la croyance pendant un certain temps. Et puis ce temps-là, il dure ou il ne dure pas. Moi, je suis bien placé pour vous en parler parce qu'au début, je pensais que l'Homo sapiens était un descendant de l'Homo erectus, ce qui est le cas, mais que finalement, c'était une sorte d'Erectus prolongé et qu'il apparaissait là où était Erectus, c'est-à-dire à travers tout l'ancien monde, aussi bien l'Eurasie que l'Afrique. Et puis, je me suis rangé à ce que disait la science, tout simplement parce que, en effet, on a trouvé les plus vieux Homo sapiens clairement en Afrique. Donc, tout a l'air de se passer comme s'il était né en Afrique et puis s'était répandu à travers le monde entier ensuite. En ce qui concerne le genre humain, là, il y a moins de problèmes.
Le genre humain, ce que vous disait Michel tout à l'heure, Touma il y a 7 millions d'années, ben vous cherchez à 7 millions d'années, vous trouvez en Afrique. Vous cherchez à 6 millions d'années, vous trouvez en Afrique. Vous cherchez à 5 millions d'années, vous trouvez en Afrique. À 4 millions d'années, vous trouvez en Afrique. À 3 millions d'années, vous trouvez en Afrique. À 2 millions d'années, vous commencez à trouver un petit peu ailleurs. Bon, ben voilà. Donc, pour le moment, tout se passe comme si c'était comme ça. Voilà. Peut-être un complément d'information. Oui, alors, par rapport à un complément, il ne faut pas croire qu'on n'a pas cherché ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de collègues qui ont cherché. Je citerai par exemple le docteur Pei en Chine, Teilhard de Chardin, etc. Ça fait longtemps qu'on cherche. Hein. Et les plus anciens Homo connus, à l'heure actuelle, sont connus en Géorgie, au sud de Tbilissi, et ils sont à 1,8 million. Le plus ancien représentant du genre Homo connu, décrit en Afrique, est à 2,6 millions, 2,7 millions. On trouvera plus vieux, sûrement plus vieux. On trouvera autour de 3 au moins. Mais à chaque fois, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Alors, peut-être que c'est en Asie, mais si c'est en Asie, il faut trouver des éléments. Alors, je sais bien, vous allez me dire, oui, mais on fait du paléo-ADN, de l'ADN ancien. Oui, sauf que pour le moment, en ADN ancien, d'abord, bon, ça complète fossiles et ADN ancien peuvent se compléter. Et l'ADN ancien, pour le moment, ce qu'on fait de plus vieux, c'est 1 million d'années. 1 million. Moi, je pense qu'avec la technologie aidant, ils doubleront au moins. Ils iront peut-être un jour jusqu'à 3 millions, mais 2 sûrement. Mais bon, ça sera limite, quoi, hein, très limite. Alors, pour m'exprimer scientifiquement, je dirais simplement que dans l'état actuel de nos connaissances, la probabilité que toutes ces formes de la famille humaine soient africaines est plus forte que toute autre probabilité. Ça vous convient comme réponse? C'est parfait. Je me suis trouvé un jour à Abidjan, devant un joli parterre de Ivoiriens, bien sûr. Et je leur dis, l'origine de l'homme est africaine. Je n'ai pas pu en dire plus. J'étais couvert d'applaudissements, je ne pouvais plus parler. Bon, quand les applaudissements se sont un peu atténués, je leur dis, vous savez, si l'origine, je m'en fiche, moi je m'en fiche, si l'origine avait été asiatique, je serais venu vous la raconter avec autant d'enthousiasme. Sur applaudissement, encore plus fort. C'est en ce sens que l'humour des Africains est quand même très chouette. Merci. D'autres questions? Oui, merci. Sapiens, la question que je me pose, pourquoi, comment se fait-il que Sapiens ait pris le dessus? C'est quoi? C'est un génocide par rapport à toutes les autres espèces, toutes les autres races? Comment se fait-il les autres qui aient disparu? Comment se fait-il que Sapiens ait pris le dessus, en fait, sur les autres? Votre question est très, très intéressante parce qu'on se la pose aussi. Il est vrai que, on ne sait pas bien, mais il est vrai que l'Homo sapiens, au bout d'un certain temps quand même, avec Néandertal, ça a duré 10 000 ans, au bout d'un certain temps prévaut. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il est contemporain de l'Homo sapiens, à une certaine époque, il est contemporain de l'homme de Denisova, à une certaine époque, il est contemporain de l'homme de Flores, et puis contemporain de certains Erectus, sans doute, qui restent encore à Java ou en Chine. Et puis finalement, c'est l'Homo sapiens qui prévaut. Alors on a pensé à une histoire démographique, on n'en sait rien. On a pensé à une histoire d'équipement, on n'en sait rien. On a pensé à une histoire plus intéressante, une histoire biologique, une histoire de croissance. Peut-être que l'Homo sapiens croît moins vite que les autres. Et comme il croît moins vite que les autres, nos petits, les petits d'Homo sapiens, ont plus de temps pour apprendre. Et finalement, ce temps d'apprentissage
leur donne un avantage à terme, quoi. Mais finalement, il n'y a pas de vraie solution. Et donc, merci pour votre question. C'est aussi la nôtre. Mais vous voyez, je souligne, puisque ça fait partie de ma définition de l'homme, le côté éducable est important, hein, son importance. Oui, bonsoir. Je reviens sur la question qui a été posée juste à l'instant. On parlait de Sapiens. Je voudrais revenir aussi sur l'évolution du cerveau. Darwin disait que l'évolution, c'est le mouvement. Et donc, on a étudié par la suite que le cerveau s'était beaucoup modifié avec Sapiens quand il a commencé en fait à voyager, à se déplacer. Et justement, par rapport à l'occiput, qui a vraiment mieux évolué que par rapport à Néandertal ou autre. Donc on va dire que c'est aussi l'évolution du cerveau et ça, par rapport à l'occiput, enfin, voilà, si vous pouvez un peu plus nous éclairer par rapport à ça. Je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le cerveau, enfin que le déploiement du genre Homo s'est fait après le développement du cerveau. Parce que notre ordinateur central, qu'on appelle cerveau, coûte très cher en énergie. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Pour avoir beaucoup d'énergie, il faut avoir de la nourriture riche. Si vous avez de la nourriture qui fournit autant de calories que celle que mangent les bovidés ou les cervidés ou d'autres groupes d'herbivores, eh ben, vous allez faire comme eux, vous allez manger tout le temps, jour et nuit. Donc il a fallu à un moment avoir une nourriture plus riche. Pour avoir une nourriture plus riche, il faut avoir un territoire plus grand. Donc vous avez bipédie, cerveau, et puis le déploiement après. Alors que les cerveaux se soient encore développés après, oui, mais je pense que le plus grand développement, c'est avant. Et ainsi, par exemple, on voit chez Toumaï, qui est un des tout premiers, hein, qu'au niveau des lobes frontaux, vous avez déjà un élargissement. On parle d'encéphalisation. Ça se voit déjà chez Toumaï. Donc cet agrandissement a commencé très tôt. Ensuite, je voudrais vous dire, vous rappeler, parce que vous savez ça, la quantité n'est pas ce qui fait la qualité. Pas forcément. D'ailleurs, si vous défendiez ça, ça créerait des problèmes, hein, parce que en plus, il y a au point de vue de la quantité, il y a un caractère sexuel secondaire là. Hein. Alors, exemple, Anatole France, c'est 1000 centicubes, la capacité du cerveau. Tourguenieff, c'est 2000. Je ne suis pas certain que ce serait une question pertinente de dire lequel des deux est le plus intelligent. Je ne crois pas. C'est un problème, non pas de quantité, mais c'est un problème de connexion. Et il est arrivé un moment où il a fallu agrandir notre territoire. Donc on s'est déployé plus loin. Yves, ça te va? Oui, je suis content. Alors, si j'ai la bénédiction, Allez. c'est bien. Pas grosse tête. Oui, je voulais juste ajouter, parce que c'est amusant, que la paléontologie est très étonnante, puisqu'elle étudie le cerveau, et c'est par excellence l'organe qui n'existe plus. Donc on est malin, hein, on étudie un organe qui n'existe plus. Mais comme le cerveau est heureusement dans un contenant, quand on trouve le contenant, on trouve un trou. Et puis ce trou, il avait contenu le cerveau, donc on étudie le trou.
de mieux en mieux, quoi. Vous vous rendez compte de notre boulot? Et alors, ce trou, il a une capacité, ça a quand même un sens au moins statistique. Et ce trou, en plus, il est intéressant parce que le cerveau, il a laissé des empreintes. Alors, il y a deux types d'empreintes. Il y a l'empreinte d'abord des circonvolutions, qui quelquefois est bien marquée sur la face interne de la boîte crânienne. Et puis, il y a une partie de la circulation sanguine, qui est celle des méninges, qui est marquée aussi sur la face interne de la boîte crânienne. Et alors, c'est intéressant parce que entre cette circulation entre les circonvolutions et puis les circulations, on voit le développement des méninges et on voit le développement des circonvolutions, on voit le développement de la circulation, de l'irrigation du cerveau en quelque sorte. Donc on le voit progresser en volume et progresser en irrigation, progresser en complexité. Et moi j'ai eu un enfant tard, mais ça me regarde. Et à ce petit garçon, je lui disais, tu sais, si on ouvre ta tête, vous vous rendez compte, on ne dit pas ça à des gosses. Il a l'air normal, mais... Enfin, si on ouvre ta tête et qu'on sort ton cerveau, si je le donne à ta maman et si elle le repasse, tu pourras dormir dedans. Pauvre petit garçon. Après ça, comment voulez-vous qu'il ait des nuits tranquilles? Enfin, il a l'air d'aller bien, merci. Père indigne. Une dernière question avant de faire notre petit break. Alors, je vais prendre une dernière question auprès du monsieur, mais je vais me permettre juste une petite question subsidiaire. Quand monsieur Brunet a tout à l'heure défini ce que c'était qu'être un homme, il n'y avait pas l'élément de langage. Ça m'étonne. Moi, je ne sais pas si vous avez j'ai traîné avec des psychanalystes ou des gens qui définissaient toujours l'homme en fonction du fait que c'était un animal parlant, qu'il était baigné dans le langage. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on a été homme avant de savoir communiquer et parler entre nous? Alors, pardon. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai parlé, qu'on était tous les deux paléontologues. C'était prudent. Et jusqu'à preuve du contraire, la parole, ça se fossilise mal. Très mal. Première chose. Deuxième chose, on sait que parler, ça s'imprime sur la base crânienne. On peut voir un certain nombre d'éléments qui... Mais ce n'est pas parce qu'on a les éléments qu'on parlait. Hein. On a le dispositif, mais est-ce qu'on parlait pas bon. En principe, ce qu'on appelle, nous, paléontologues, le genre homo, il y a globalement le dispositif pour parler. Mais ce qui parlait pas, ça, c'est une autre question. Et je pense qu'il faut, alors, vous êtes tous là, très nombreux, c'est gentil d'être venus, merci, et vous attendez de nous vous êtes là, pas pour nous, vous êtes là pour connaître votre histoire, qui est notre histoire. À nous tous, on partage tous la même histoire. Et je comprends bien, nous aussi, vous savez, on voudrait bien connaître l'histoire, mais il faut aller chercher les fossiles. Les fossiles sont rares, alors sont des pointillés, et malheureusement, on ne peut pas répondre à tout, on ne peut pas tout vous dire. Et le drame, c'est que vous nous poussez à dire plus qu'on ne devrait dire. On fait trop parler les fossiles déjà. Alors, si maintenant vous voulez qu'on les fasse parler, bien sûr qu'on peut les faire parler. Mais vous savez comment ça s'appelle, ça? J'étais pas du tout d'accord avec une grande dame de la télévision, qui est, Madame Boutina-Rouel, c'est ça, Yves, qui a inventé le documentaire fiction. Et j'étais pas du tout d'accord avec elle, parce que moi, je pense que c'est pas possible. Vous mettez des jeunes devant un documentaire fiction, des jeunes qui savent pas. Et comment voulez-vous qu'ils trient ce qui est scientifique de la fiction? Tout devient scientifique. En plus, pour faire un documentaire fiction, c'est la règle en documentaire. Vous faites un documentaire fiction de 90 minutes. Quand vous faites 53 minutes, vous passez pas en ce qu'ils appellent le prime time.
Pour passer en prime time, il faut 90 minutes. Donc, on a inventé le documentaire fiction où vous faites de la reconstitution 3D, etc., etc., etc. À la même époque, et je m'arrêterai là, on a les pédagogues ont reconnu, ils étaient tous d'accord là-dessus, pour une fois, c'est rare, que 1 heure de cours, c'était trop long pour capter l'attention des élèves. On a réduit les cours entre 50 et 55 minutes. Comment voulez-vous 1 heure et demie de documentaire fiction? Non, je crois pas à ça. Hein. Je crois pas. C'est, enfin bon, j'ai sûrement tort, mais c'est mon avis. Je voudrais dire quelques petites choses sur la parole. Enfin, comme vous savez, d'abord, tous les êtres vivants communiquent depuis toujours par 36 moyens, soit des ondes, soit des phéromones, c'est-à-dire des liquides qu'ils émettent, soit enfin, différentes manières. Et nos préhumains devaient s'exprimer aussi de 1000 manières, ne serait-ce que par un langage modulé, ne serait-ce que par des cris, ne serait-ce que par des mouvements, des mimiques, enfin, etc. Ceci étant dit, c'est vrai que lorsque le langage articulé est apparu, ça a considérablement développé la facilité de s'exprimer, et ça a développé aussi, diversifié considérablement les éléments que l'on pouvait échanger, et ça a été considérable. Alors, exactement ce que disait Michel, on sait qu'avec le genre humain, l'équipement est là. Alors, est-ce qu'il a servi, l'équipement? Moi, je crois. Hein. Quand on voit les bavards d'aujourd'hui, je pense qu'ils étaient bavards dès le début. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont parlé. Et même quand ils n'avaient rien à dire, ils parlaient quand même. Donc, je crois que, pour moi, mais en science, il faut démontrer les choses, ce que je ne peux pas faire. Mais je pense que les premiers hommes dès qu'ils en ont eu la possibilité, en ont usé et qu'ils ont parlé très vite. Alors, une petite histoire qui m'est apparue très drôle. Lorsque j'ai trouvé mon premier fossile au Tchad, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Tchad Anthrope, un journal de région, comme on dit, en l'occurrence de ma région bretonne, a écrit en gros, en gras, vous savez, quand ça se fait dans les journaux, Yves Coppens a trouvé un fossile en excellent état de conversation. C'est raté. Oui, nous sommes, paraît-il, les Homo sapiens, dits hommes modernes, les seuls mammifères à avoir un cerveau rond. Est-ce que depuis Toumaï, 7 millions d'années, il y a eu d'autres espèces d'homos qui sont disparus, qui avaient un cerveau rond? Alors, Toumaï n'avait pas un cerveau rond. Le cerveau de Toumaï est plutôt allongé. Et quant à sa morphologie, ressemble plus à la morphologie que l'on connaît chez les gorilles. Donc, c'est un caractère, alors qu'on appelle d'un mot complexe, mais ça, c'est le propre des scientifiques. Plésiomorphe, c'est un caractère archaïque, ancien, quoi. Et c'est bien normal que Toumaï ait... Mais pour la suite, après, bien sûr, oui, le cerveau change de forme. Ça, c'est normal, hein. Mais c'est complexe, là, votre question, parce que vous avez des transformations de la boîte crânienne qui sont liées à la bipédie. Et Toumaï, alors on ne sait pas ça, hein, mais Toumaï, il avait comme voisin 5 espèces. On a décrit 5 espèces, vous savez, de ces félins à canines supérieures en lame de sabre. Et ça allait de la taille d'un lynx à la taille d'un tigre de Sibérie.
On a estimé le poids 500 kg. Quand vous avez un voisin qui fait 500 kg, qui a des canines qui font 25 cm, il faut savoir grimper aux arbres plus vite qu'on ne sait le faire à l'heure actuelle. Toumaï devait avoir un gros orteil qui était comme notre pouce, opposable aux autres doigts. On a trouvé ça chez le Ardipithecus, 6 millions, Éthiopie. Probablement que Toumaï avait la même chose, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas trouvé les ossements qui permettent de le dire. Hein, on ne sait pas. Mais il y a eu un certain nombre de transformations et on a été vers une bipédie. À ce moment-là, on avait une bipédie avec une partie arboricole. La nuit, on grimpait dans les arbres pour aller faire son lit au sommet des arbres, comme les chimpanzés. On est les seuls à avoir une bipédie stricte, le genre Homo. On est bipédie terrestre stricte. C'est au cours de tous ces processus que le cerveau est devenu plus globuleux. Comme notre crâne, on a un crâne complètement disharmonique, vous vous rendez compte? Les espèces qui nous regardent doivent nous trouver complètement affreux. On a cette grosse capsule derrière, là, puis on n'a plus de face pratiquement. C'est pas très joli, hein? La femelle du crapaud qui nous regarde se dit, c'est quoi? Enfin, ça ressemble à quoi? Yves, tu veux rajouter quelque chose après ça? Oui, heureusement qu'on est beau pour nous. Oui, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, sinon que le crâne rond, sinon que le cerveau rond. Sinon qu'en effet, le cerveau humain, enfin l'encéphale humain, est l'organe qui s'est le plus développé parmi toutes les histoires de tous les organes, de tous les êtres vivants que l'on connaît depuis 4 milliards d'années. Et ce cerveau, il est devenu en effet, comme dit Michel, tout à fait monstrueux, si bien qu'on n'ose plus se regarder. Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que le crâne induit, la forme du crâne induit un petit peu la forme du cerveau. Et l'exemple classique, bien connu, c'est le fait, c'est par exemple les Néandertals. Les Néandertals sont ce qu'on appelle dolichocéphales, c'est-à-dire qu'ils ont un crâne long, et le cerveau que ce crâne abrite, il est aussi long, il est beaucoup plus long que le nôtre. Et nous, les humains, nous avons les humains sapiens, nous avons des crânes soit longs, soit ronds. Rond, ça s'appelle haut, ça s'appelle le brachycéphale. Et un crâne brachycéphale, il a forcément un cerveau qui a aussi un peu cette forme. Autrement dit, la forme du cerveau varie. Le cerveau, encore une fois, est devenu monstrueux par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et ce développement pose problème. Et il s'est fait à toute allure à partir de doucement durant les préhumains dont parlait Michel, et beaucoup plus vite à partir du moment où le genre humain est apparu, et là de façon extraordinaire. Et l'avenir, je ne vous dis pas, l'avenir, dis donc, quand on a des rêves d'avenir, ça va être quelque chose. Il va falloir la soutenir, la tête. Bien. On va prendre un petit break, avec votre permission. Très bien. Donc, je vous invite à venir dans le hall du Gallia, une table de dédicaces où les livres, les ouvrages de Michel Brunet et Yves Coppens vous attendent. Et il y a également un pot offert par le Gallia.